chose que l'on pourrait nous objecter, c'est que donc cette journée, vous avez eu d'abord un abbé qui n'est pas un ancien paysan, et puis ensuite vous avez un responsable de Civitas International qui n'est pas non plus un paysan. Et donc, certains pourraient dire que c'est bien inapproprié tout de même d'essayer de conscientiser le public sur la défense des paysans quand on n'est pas paysan soi-même. Et à cela, je voudrais répondre que les technocrates qui sont à Bruxelles n'ont jamais été paysans de leur vie. Et pourtant, ils décident du sort des paysans et en décidant surtout du mauvais sort des paysans. Les ministres de l'Agriculture que vous avez eus depuis des décennies n'ont jamais tenu une fourche dans les mains de leur vie. Et pourtant, ils ont été en charge depuis de nombreuses années, comme de vulgaires technocrates également, de décider du sort des paysans français ou du montant négocié à Bruxelles de la participation française au budget de la politique agricole commune. Tout cela se fait systématiquement depuis des décennies sans que jamais il y ait de vrais paysans qui soient donc consultés à des niveaux de pouvoir. La différence entre eux et moi, c'est que moi, j'ai de l'affection pour les paysans, pour la paysannerie, pour le travail qu'ils font, parce que j'ai le souci du bien commun, parce que je pense qu'il n'y a pas de pays sans paysans, parce que je sais que ce que je mange en espérant qu'il soit bon, eh bien, cela vient nécessairement du labeur des paysans. Parce que je ne veux pas me contenter de la malbouffe des hypermarchés, je sais à quel point je suis redevable du labeur des paysans. Et c'est tout ce qui fait la différence entre ces technocrates qui, eux, à Bruxelles, à Strasbourg ou ailleurs, à Davos ou dans d'autres cercles occultes, décident de notre sort avec le plus grand mépris pour tous ceux qui pourtant sont les échelons indispensables à leur qualité de vie. Ils veulent, eux, des esclaves, ils veulent, eux, des valets, ils veulent, eux, presser les paysans comme des citrons, ils veulent surtout de plus en plus éradiquer les paysans. Ils veulent éradiquer les paysans parce que cela entre dans un plan du nouvel ordre mondial. Et c'est de cela que je vais essayer dans un premier temps de vous parler, avant de revenir sur des considérations qui, vous verrez, rejoindront assez fortement celles exprimées par M. l'abbé tout à l'heure. Quelques chiffres d'abord qui sont extrêmement éloquents. En France, je ne vous donnerai que des chiffres français. En 1950, la France comptait 4 millions de paysans. En 1970, 1,6 million de paysans. 2020, 389 000 paysans. Voyez cet effondrement. Je vous rappelle, donc, en 70 ans, nous sommes passés de 4 millions de paysans à moins de 400 000 paysans. Il y a 200 fermes qui disparaissent chaque semaine en France. Un paysan se suicide en France tous les 2 jours. Rien que ces chiffres-là doivent immédiatement nous faire prendre conscience de la gravité de la situation, de la solennité de la situation. C'est que ce dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas un sujet banal de politique ou de société. C'est un drame humain, social, national et international. C'est un drame humain. C'est une tragédie. C'est une tragédie qui est imposée par ceux qui nous gouvernent au plus grand mépris de ceux qu'ils sont censés gouverner. Le devoir d'un chef d'État, le devoir d'un gouvernant,
c'est de se soucier de son peuple, de se soucier de ceux sur lesquels il a autorité. Et là, nous voyons que c'est exactement l'inverse. Il ne se soucie pas des paysans. Il ne se soucie pas des Français. Il les méprise. Il les méprise. Et ce que je vais dire aujourd'hui pour les paysans, vaut aussi pour les artisans, parce que je sais à quel point eux aussi vivent une tragédie et à quel point eux aussi sont exactement méprisés de la même façon. Et à quel point le mépris vécu par les paysans et le mépris vécu par les artisans entrent exactement dans le même schéma du nouvel ordre mondial et dans le même schéma d'un plan mondialiste qui est aussi et avant tout, et il faut en avoir conscience, un plan contre Dieu. C'est parce que c'est un plan contre Dieu que ce plan est aussi radical et méchant et inhumain dans la façon dont il est appliqué. Je continue dans quelques chiffres. 30% des paysans français gagnent officiellement moins de 400 € par mois. Je pense que c'est extrêmement éloquent. Et il faut se souvenir qu'il y a, je crois, 2 ou 3 ans, 2 ou 3 ans parce que ma mémoire n'est pas aussi précise, il s'est même trouvé un député pour oser dire sur un plateau de télévision qu'on pouvait vivre bien en France avec 400 € par mois. Quand eux viennent de s'augmenter leur propre salaire de 400 € par mois sur quelques milliers d'euros qu'ils touchent eux déjà tous les mois et que les sénateurs, eux, se sont arrogés 700 € de supplément par mois sur les quelques milliers d'euros qu'ils touchent net par mois. Voyez comme ces gens-là sont cyniques, sont méchants, sont méprisants. Comment vraiment ils n'ont aucune considération pour ceux qui sont censés gouverner. Un autre chiffre encore, l'endettement moyen d'une ferme, d'une activité agricole en France est de 200 000 €. Passons à quelques autres comparaisons. Vous avez un site internet qui mérite d'être consulté. Il s'appelle Télépac. Télépac, c'est le site officiel, site de l'État, qui vous permet, à chacun d'entre nous, il est accessible à tous, d'aller consulter la répartition du budget annuel de la politique agricole commune à l'échelon français. Donc, ce site se présente comme une espèce de moteur de recherche propre au monde agricole. Et donc, vous tapez par exemple un code postal ou le nom d'un département, et vous allez voir défiler tous ceux qui bénéficient d'une subvention venant de l'Union européenne, et vous allez voir le montant qui leur est alloué. Et c'est là que, quand même, il y a des surprises. C'est que vous pouvez taper, par exemple, le 78, qui n'est pas réputé pour être une grande terre de vie agricole ou de vie de culture agricole. Et vous allez voir défiler une série de grandes sociétés du monde de l'agroalimentaire ou de domaines viticoles, comme par exemple
curieux hasard, n'y voyez pas un mauvais sentiment de ma part, mais tout de même, relevons ce curieux hasard, c'est que vous avez en région donc d'Île-de-France deux organismes des Rothschild qui bénéficient à eux deux d'une subvention annuelle de 1 100 000 € pour leur domaine viticole qui, je le rappelle, vendent plusieurs grands crus qui se négocient à une moyenne de 1 000 € le litre de vin. Et eux ont besoin d'une subvention annuelle d'1 100 000 €. C'est ça la clé de répartition de ceux qui nous gouvernent. C'est comme ça qu'on décide qui a droit et qui n'a pas droit aux subventions et de quoi a-t-on droit comme subvention. Plus étonnant encore, la Fondation pour la mémoire de la Shoah bénéficie d'une subvention de la politique agricole commune de 21 920 €. Quel est le lien? Je cherche encore. Et pour que l'on ne se méprenne pas sur mon propos, dans les temps qui courent, il faut être prudent. Je dirais, quand même, n'est-ce pas, d'une certaine façon, encourager l'antisémitisme en France? N'est-ce pas suggérer aux Français des sentiments antisémites que de faire bénéficier, hors de tout contexte qui se justifie, une fondation pour la Shoah qui, comme son nom l'indique, n'a, à mon sens, il me semble, je présume, aucune activité paysanne, ni même viticole. Quelle est donc la justification? Et donc, je dis bien, n'y voyez pas malice, mais il me semble que ça pourrait faciliter la montée de l'antisémitisme en France. Et donc, je dis, prenez garde. Il me semble qu'il faudrait rectifier tout ça. Et, voyez-vous, il y a aussi le cas de ce syndicat, la FNSEA, dont le dirigeant, Arnaud Rousseau, est apparemment, rarement quand même, avec des bottes en caoutchouc, à mettre les pieds dans une vraie activité rurale. Je ne pense pas qu'il a dû souvent voir une activité paysanne comme celle que nous avons visitée ce matin. Non, lui, sa spécialité, c'est de créer des tas de sociétés pour bénéficier plusieurs fois des subventions. Ouais. Lui, il a été ingénieux, il a profité d'une législation qui depuis a changé, mais qui vaut toujours parce qu'il n'y a pas eu d'effet rétroactif. Et donc, lui, il a créé plusieurs sociétés pour bénéficier plusieurs fois de l'aide versée à ce qu'on appelle le premier hectare. Or, l'aide versée au premier hectare, sa finalité, c'était précisément d'aider les petits paysans. C'est bien l'explication. Aide versée au premier hectare, c'est aide versée pour les petits paysans. Ben lui, en fait, il a créé une multitude de sociétés pour bénéficier chaque fois de l'aide au premier hectare. Et c'est passé. Ben oui, c'est plus facile. Or, lui, quand même, il est tellement petit paysan que lui dispose de 700 hectares. Vous voyez, et je ne parle même pas du nombre assez impressionnant de mandats d'administrateurs de sociétés qui lui sont versés. Et donc, on voit bien que la politique agricole commune est une imposture, une tromperie. Déjà, elle est une tromperie à partir du moment où la France, par son gouvernement,
donne à l'Union européenne un budget pour la politique agricole commune supérieur à celui que l'Europe va ensuite redistribuer aux paysans français. Faut-il être particulièrement masochiste pour donner un budget à une autre institution, cette institution européenne, pour ensuite officiellement la redistribuer à vos propres paysans? Il n'y a pas besoin d'un intermédiaire, a priori. Si un État a envie de subventionner ses paysans, pourquoi devrait-il allouer ce budget d'abord à l'Union européenne? Il pourrait s'en charger lui-même. Mais non, il donne un budget, il alloue un budget à l'Union européenne pour sa politique agricole commune, pour que, en fait, de ce 100% de budget qui part à l'Union européenne, il n'y en ait que 70 qui reviennent aux paysans français, les 30% restants servant bien sûr aux paysans polonais, bulgares, espagnols. Donc, le gouvernement français est à ce point masochiste qu'il consacre une partie du budget qui provient de vos impôts à financer les activités paysannes des concurrents des autres pays de nos paysans. Moi, j'appelle ça du masochisme, ou j'appelle ça de la trahison. Dans les deux cas, c'est inqualifiable de la part de ceux qui sont censés nous gouverner. Et donc, je dirais que les paysans, la première chose qu'ils devraient avoir à l'esprit s'ils veulent en ce moment revendiquer quelque chose, c'est de sortir de cette Union européenne, qui de toute façon ne les sert pas. C'est une erreur, c'est une naïveté, c'est une illusion de vouloir simplement revendiquer d'obtenir plus de subventions de l'Union européenne. C'est un piège, cette subvention de l'Union européenne. C'est un piège qui équivaut à une chaîne que l'on met au pied des paysans. C'est se libérer de ce piège qu'il faut revendiquer. Et c'est en sortant de l'Union européenne que la France retrouvera sa souveraineté sur sa politique à l'égard de ses propres paysans, pour autant qu'il y ait des gouvernants qui veulent enfin à nouveau se soucier des paysans plutôt que servir les ordres, les ukases du Forum économique mondial de Davos. Parce qu'en réalité, vous savez bien que Macron n'est qu'une marionnette. Si un tracteur lui roulait par mégarde dessus, il est évident que la marionnette qui prendrait sa place serait tout aussi nuisible. Son nom importe peu. Ce sont les mêmes authentiques gouvernants qui décideraient qui serait la marionnette qui s'y substituerait. Il y a des banques pour ça qui ont des pouvoirs bien plus importants que le bulletin de vote que vous êtes invité régulièrement à déposer dans une urne. Ce n'est pas vous qui décidez, ce sont des banques et des multinationales qui décident. Et donc, je vous renvoie, pour comprendre tout ce qui se passe, au Forum économique mondial de Davos. Parce que, en réalité, c'est là qu'il faut chercher les explications du drame que vivent les paysans. C'est là que tout est déjà expliqué, façonné pour les prochaines années. Et cela vaut pour les artisans également. C'est qu'il y a à Davos, au Forum économique mondial de Davos, un plan qui consiste à l'accaparement de vos richesses, de vos terres,
de vos talents, de vos savoir-faire, au profit de multinationales. C'est décidé, c'est voulu, c'est organisé, c'est orchestré. Le calendrier peut prendre du retard, mais à vue humaine, le processus est largement enclenché. À vue humaine, il faut en avoir conscience. À vue humaine, nous sommes du camp des perdants. Nous sommes lucides, nous observons, nous voyons, nous sommes révoltés, écœurés, mais à vue humaine, leur plan, c'est un rouleau compresseur à qui on a mis un moteur qui lui permet d'avancer à toute vitesse. Mais je dis bien à vue humaine. Et parce que, ici, je m'adresse à des catholiques auxquels je veux dire, ne perdez jamais confiance. Ne perdez jamais espérance. Si tragique que soit la situation, et je sais à quel point elle l'est pour plusieurs d'entre vous, et à quel point elle l'est pour ceux qui entendront ce message, s'il se répandait ailleurs, eh bien, considérez bien que, tout puissants que soient les gens qui se réunissent au Forum économique mondial de Davos, ou au Bilderberg, ou au Council for Foreign Relations, ou au Club Le Siècle, ou dans bien d'autres officines mondialistes, ils ne sont pas les gagnants, au final. Dieu est le seul gagnant. Dieu nous a promis la victoire. Quand? Seul Dieu le sait. Mais, tôt ou tard, leur monstre, qui est un colosse au pied d'argile, s'effondrera. Gardez cette confiance. Nous allons connaître des épreuves sans nom. Le monde que nous connaissons s'effondrera. La civilisation que nous connaissons tombera. Les jeunes qui sont ici vivront une société barbare et totalitaire que aucun d'entre nous, quelle que soit sa génération, ici, n'a connue. Mais il faut se dire que l'histoire nous donne les analogies pour savoir que, quelle que soit la durée, ces épreuves finissent toujours par s'arrêter. Même lorsque les situations semblent perdues, si nous prions et si nous combattons, à un moment, pour notre génération, pour celle de nos enfants, ou celle de nos petits-enfants, ou celle de nos arrière-petits-enfants, à un moment ou l'autre, Dieu inverse le cours de l'histoire, parce qu'il est toujours le maître des horloges. Songez que la France, sur une grande partie de son territoire, et l'Espagne encore plus, ont été occupés pendant 8 siècles par des armées mahométanes. Et que donc ça signifie que, à vue humaine, tout était complètement perdu. À vue humaine, il n'y avait aucun espoir, ni pour soi, ni pour les générations futures. Se dire que les catholiques ont dû là connaître une épreuve en ne voyant la délivrance ni pour soi, ni pour ses enfants, ni pour ses petits-enfants, ni pour ses arrière-petits-enfants. Mais ils ont eu cette force d'âme, cette détermination, cette persévérance pour toujours transmettre aux générations suivantes la pugnacité dans le combat et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et la tragédie que vivent aujourd'hui nos paysans, nos artisans et bientôt bien d'autres professions
relève de ce même schéma, voyez-vous. C'est qu'il va falloir accepter d'avoir un esprit de combativité et de fidélité dans la foi, au-delà de toute espérance de résultats immédiats. Et c'est toute la difficulté dans un monde qui fait tout pour nous rendre prisonniers de ce goût de l'immédiateté. Avec les écrans qui sont omniprésents, tout est fait pour que nous soyons sans cesse à la merci de ce mauvais réflexe de l'immédiateté. Eh bien, nous allons devoir nous en passer. Nous allons devoir apprendre à nous séparer de cela, à travailler sur le long terme, non pas pour soi, non pas pour notre génération, mais pour les générations suivantes. Pour simplement que ce qu'elles hériteront ne soit pas que des terres brûlées. Je reviens sur ce plan du Forum économique mondial de Davos, qui est déjà largement en cours. Vous voyez, d'une part, l'accaparement des terres agricoles a déjà largement commencé. Un symbole évident, c'est que, au niveau des terres agricoles des États-Unis, Bill Gates est devenu le premier propriétaire de terres agricoles. Or, on n'a pas connaissance que Bill Gates ait particulièrement une appétence pour travailler la terre ou caresser le dos d'un bœuf. Mais il est devenu le premier propriétaire terrien des États-Unis. Et les 5 propriétaires suivants, les plus importants des États-Unis, sont tous des milliardaires propriétaires de grandes multinationales. Donc c'est dire que sur le continent américain, désormais, l'essentiel des terres agricoles appartiennent non pas à des paysans, non pas même à de l'industrie agroalimentaire indépendante, mais directement aux plus importants milliardaires de la planète. Et bien sûr, ces gens-là, considérant que le monde est sans frontières, ne se contentent pas d'acheter des terres agricoles aux États-Unis à travers toute une série de fondations, de fonds. Ils investissent exactement de la même façon sur les autres continents. Et donc sur le territoire européen, et ça vaut évidemment naturellement pour le paysage des terres agricoles françaises, en ce moment vous avez par exemple énormément de fonds de pension internationaux qui rachètent à des prix qui défient toute concurrence. Comme on dit dans ces cas-là, beaucoup de paysans, beaucoup de propriétaires de terres agricoles disent que les fonds, l'offre financière pour le rachat de terres avancée par ces fonds de pension internationaux sont d'un montant qui ne se refuse pas. Et ça signifie qu'à l'inverse, des jeunes qui voudraient se lancer dans l'activité paysanne ou qui voudraient augmenter leur espace de terrain agricole ne peuvent plus se permettre, ne pourront plus se permettre d'acheter des terres agricoles parce que les prix auront flambé en fonction de la surenchère de ces grands fonds d'investissement ou de pension internationaux. Et derrière, évidemment, il y a tous ces BlackRock, Vanguard, etc. Il y a toute une longue liste de forces financières occultes qui sont en train de s'accaparer les terres agricoles. Or, cette politique elle a comme conséquence que c'est donc eux qui décideront ce que deviendront ces terres agricoles, à quoi elles seront affectées, et surtout ce que vous allez manger, ou ce que vous n'aurez plus le droit de manger.
ce qui officiellement fera l'objet d'une pénurie et que l'on ne trouvera plus à un prix raisonnable, mais seulement réservé à des oligarques. C'est une transformation complète et radicale de l'alimentation de notre continent qui se dessine à très court terme. Dans le même temps, et là encore, c'est tout à fait déclaré au Forum économique mondial de Davos, cela fait en réalité plusieurs années que le Forum économique mondial de Davos, je ne dirais pas force, mais disons encourage avec des moyens de pression comme seul il en a la possibilité, à ce que à la fois la Commission de l'Union européenne et des grandes firmes de l'industrie agroalimentaire remplacent une partie de votre alimentation par des insectes. Je rappelle que c'est Madame Ursula von der Leyen qui a signé, en tant que présidente de la Commission européenne, l'autorisation pour inclure dans votre alimentation des insectes. À ce stade, l'Union européenne autorise le fait de mettre des insectes. Il y a 3 insectes qui sont pour l'instant autorisés par l'Union européenne. Mais des dossiers rentrés à l'Union européenne concernent 11 insectes. Donc la liste ne va faire qu'augmenter dans les prochains mois et les prochaines années. Et c'est une politique qui, vraiment, n'est pas simplement incitante par des recommandations qui se tiennent au Forum économique mondial de Davos, non. Elle est aussi incitante au niveau financier. Alors je vais vous citer quelques extraits d'un article du journal Les Échos. Les Échos, c'est, disons, l'un des principaux titres de la presse économique française, qui donc, il y a quelques semaines, faisait état que l'État français, le gouvernement français, aide par une subvention, tenez-vous bien, de plusieurs milliards d'euros, la filière d'élevage d'insectes en France. Plusieurs milliards d'euros de subventions par le gouvernement français de l'industrie d'élevage des insectes en France. Et, écoutez bien, alors, le sous-titre du journal Les Échos est... Alors, premier titre, la France, le paradis de l'élevage d'insectes. L'avenir augure de joie. Réjouissez-vous. Le sous-titre, Agronutrice, Innovafeed et Insect, 3 pépites de la French Tech. Ça fait rêver. 3 pépites de la French Tech sont à l'avant-garde sur ce marché. Elles ont obtenu de gros financements d'investisseurs privés et bénéficient d'une aide précieuse de l'État français à leur début. Formidable. Et l'un de ces acteurs, je vais citer son nom, mais c'est pas ma faute, c'est pas moi qui lui ai donné son nom. Il s'appelle Mehdi Berada. Bon, c'est pas ma faute. Insiste avec ses collègues sur le fait que les vrais concurrents des éleveurs d'insectes sont les autres formes d'élevage, beaucoup plus polluants. Ayez honte, paysans, d'avoir des bœufs, d'avoir des vaches, d'avoir des chèvres, parce que vous contribuez à la pollution de la planète. Honte sur vous, alors que eux, ces pépites de la French Tech, vont tout révolutionner. Ils vont vous offrir une assiette à petit prix avec des protéines à base d'insectes, tout en sauvant la planète. Quoi de plus réjouissant? Ils pensent à notre bien, parce qu'ils savent mieux que nous, bien sûr, ce qu'est notre bien.
Et si vous êtes dans un premier temps encore réticent à avoir à l'apéritif une assiette de petits verres qui vont de gauche à droite à la place de vos radis, si pour accompagner une omelette, vous voudriez quelques bons cafards rutilants et bien croquants sous la dent, eh bien, pour tous ceux qui sont encore réticents à cela, il y a une parade. Ah, que ne faut-il pas se plaindre que la France compte encore trop d'amateurs d'entrecôte. Et comme on l'a dit, l'entrecôte, c'est un bovidé qui pollue. Alors, il y a une parade, la viande artificielle. La viande qui sort d'une imprimante 3D, mieux que le film L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès. Et on y est. Bien sûr, on en rit, mais le drame, c'est qu'on y est déjà. Le drame, c'est que, et là encore, ce n'est pas ma faute, en Israël, on a inauguré une très grande entreprise qui vous sort de la viande artificielle de grandes imprimantes 3D. Alors vous avez donc des imprimantes avec du blanc qui sort pour faire semblant que c'est du gras et du rouge qui sort pour faire semblant que c'est de la viande. Extrêmement appétissant. On sent déjà tout l'arôme artificiel ajouté pour vous faire penser que c'est un bon charolais qui se trouve dans votre assiette, alors qu'ils font de plastique et d'autres substances synthétiques particulièrement prometteuses pour la santé des consommateurs. Parce qu'évidemment, qui dit viande artificielle dit que ça doit être évidemment extrêmement bon pour la santé. Mais naturellement, c'est comme pour les vaccins. Il faut voir les résultats quelques années après, pour s'apercevoir que ce n'était pas un vrai vaccin. Et donc on s'apercevra sans doute dans quelques années que ce qui n'est pas une vraie viande est aussi un vrai poison, par contre. Et il ne faut pas s'en étonner, puisque tout ça entre aussi dans un processus parfaitement validé par le Forum économique mondial de Davos et par les plus grands milliardaires de la planète, qui est le plan de dépopulation mondiale. Puisque que vous ayez affaire à Bill Gates, à Zuckerberg ou d'autres, ils l'ont dit, ils ne s'en cachent pas. L'objectif, c'est de faire baisser la population mondiale à 1 milliard d'individus. Les autres sont considérés comme des êtres inutiles. 1 milliard d'individus, alors les plus exigeants aimeraient d'ailleurs que ça tombe à 500 millions d'individus. Ce serait, aux yeux de quelques milliardaires, vraiment la réussite optimale pour la répartition des biens de la planète. Mais d'autres considèrent qu'il faut bien avoir 500 millions d'individus en plus pour servir la caste des oligarques. Donc il faut avoir des privilégiés parmi la population actuelle qui vont être maintenus en vie pour servir de valet ou de faire-valoir de la caste des oligarques. Et bien sûr, tout ça, c'est pas de la fabulation, c'est pas parce que j'ai lu hier un roman d'anticipation ou de science-fiction. Hein. Tout ça est sourcé. Et que à l'UNESCO, qui publie un bulletin, eh bien, Cousteau, dans les... Je crois que c'est de mémoire, là je dis, il faudra vérifier de mémoire, je pense que c'est en 91, Cousteau a signé un article
dans le journal de l'UNESCO pour expliquer que, idéalement, il faudrait réduire la population mondiale à une échelle de 350 000 personnes par jour. Mais que c'est tellement saisissant que c'est difficile de faire une communication officielle sur le sujet. Ah oui. Parce que bon, on ne donne pas le nom des 350 000 par jour, évidemment. C'est une loterie, mais on n'est pas nécessairement content d'être gagnant. Et vous comprenez du coup que le titre de la conférence, il est vraiment... ce n'est pas une métaphore. Quand on dit qu'ils veulent assassiner les paysans, ce n'est pas une simple métaphore. C'est qu'il y a un plan authentique, voulu, orchestré par les gens les plus puissants de la planète, d'éradiquer la paysannerie, la vraie paysannerie, au profit de seules des industries agroalimentaires appartenant à une caste de milliardaires de l'oligarchie. Et que l'alimentation doit devenir de plus en plus nuisible pour atteindre de plus en plus votre santé, pour participer de plus en plus au développement de maladies, pour multiplier de plus en plus facilement, par différentes méthodes, l'application du plan de dépopulation. Et que seule la caste des puissants, la caste des oligarques, doit, elle, bénéficier d'une alimentation saine, d'une alimentation de qualité. Quand on comprend ça, on comprend quel est le véritable enjeu et on comprend à quel point c'est une absurdité d'aller manifester pour simplement revendiquer une augmentation de ces subventions par l'Union européenne. Maintenant, après ce paysage dressé qui est évidemment tout sauf agréable et sauf enthousiasmant, je voudrais vous faire part d'une initiative que j'encourage vraiment et qui devrait intéresser plusieurs d'entre vous, donc des amis paysans, de vrais paysans catholiques, ont lancé dans le Charolais le réseau paysan catholique et ils publient un petit bulletin, donc c'est à peine le deuxième numéro que j'ai reçu juste avant cette conférence, avant tout le monde, qui s'appelle l'Angélus, et dont le sous-titre est Par la croix et la charrue, qui était la devise du syndicat des paysans d'Anjou, fondé en 1884 par la noblesse rurale. Et donc, c'est un petit bulletin fait de considérations et de réflexion et de conseils en matière donc d'agriculture, de potager, etc., qui est proposé à un abonnement coûtant sur Internet pour 4 numéros par an, c'est 4 euros. Vous voyez, c'est vraiment dérisoire. Et si les gens veulent l'obtenir en version imprimée, c'est 14 euros pour l'année, de façon à couvrir les frais d'envoi. Les personnes qui seront intéressées viendront me trouver pour avoir les coordonnées. Et je voudrais vous lire quelques extraits, parce que je trouve que les responsables, notamment Madame Novian, ont vraiment fait une synthèse extrêmement bien vue de la situation. Alors, par exemple, elle cite M. Labérigot, l'auteur des livres Le bon travail et l'essai sur la naissance d'une civilisation, dont M. Labbé vous a parlé tout à l'heure. Alors, cette petite citation, « L'usage crucifié de vos machines sera le commandement d'une restauration de la civilisation. » Crucifiez vos machines.
pour restaurer votre civilisation. Parce que ce sont vos machines qui vous tuent. La crise actuelle, écrit-elle, concernant l'agriculture sociale et économique, ne serait-elle pas liée étroitement à la question de la juste mesure, l'usage de nos machines? Est-ce que la soif de l'homme d'aller toujours plus vite, à faire plus grand, à chercher la facilité et le confort, ne le mène-t-il pas finalement à sa propre chute? L'homme, à la recherche de son bien sur la terre, a oublié son Créateur et refuse la soumission à l'ordre voulu par notre Seigneur. Et Madame Novian cite ensuite Klaus Schwab. Donc là, je vous cite, c'est Schwab qui parle. Il y aura des insurrections, des rébellions, et nous y sommes préparés. Il faut se préparer à un monde en colère. Le monde est mauvais. Il travaille mal. Les gens pensent qu'il y aura un retour au bon vieux monde tel que nous l'avions, auquel nous sommes habitués, old-fashioned. C'est une illusion et cela ne se produira pas. Le changement n'arrive pas seul. Le changement peut être façonné par nous. Je vois le besoin de l'action, je vois le besoin du Great Reset. Le retour à l'ordre divin, à la juste mesure, à l'observance et au respect de sa belle création, nous rappelle Madame Novian. C'est ça l'essentiel. Et elle écrit encore, je me permets de vous donner quelques chiffres pour prendre conscience du fonctionnement de l'agriculture à l'échelle mondiale. Alors, ce sont des chiffres qui datent d'il y a 10 ans, donc évidemment il faut les revoir, mais c'est intéressant, c'est qu'il existait il y a 10 ans 1,4 milliard de paysans dans le monde, officiellement. Il y a 10 ans, 1,4 milliard de paysans. Et sur ces 1,4 milliard de paysans, 30 millions de tracteurs. Il y a 10 ans, donc il y en a évidemment beaucoup plus aujourd'hui. Et Mme Novian souligne que la France possédait déjà il y a 10 ans le 4e parc mondial de tracteurs. Ça vous donne une idée. La France, à l'échelon mondial, était il y a 10 ans le 4e pays possédant le plus de tracteurs de par le monde. Et donc, insiste-t-elle, environ 200 millions de paysans, il y a 10 ans, travaillaient encore avec la traction animale, et il y a 10 ans, encore 1 milliard de paysans de par le monde travaillaient totalement à la main. Bien sûr, on dira que ce n'est pas compétitif pour les paysans français, mais c'est pour dire que, en soi, cette course à la machine à laquelle on assiste est un phénomène typiquement occidental, typiquement imposé par l'industrie agroalimentaire, qui elle-même reçoit ses consignes d'organismes, de milliardaires et du Forum économique mondial de Davos. Je voyais là, il y a quelques jours, la présentation d'un nouveau robot qui est chargé de cueillir les pommes et qui, avec 6 bras mécaniques, cueille 30 pommes à la minute. Évidemment, je comprends bien que plein de gens vont trouver ça formidable. Quelle prouesse! Mais aussi, quelle négation de la valeur du travail humain. Et évidemment, j'entends déjà certains dire « oui, mais c'est parce qu'on ne trouve plus des gens qui acceptent d'être payés, sous-payés pour faire la cueillette des fruits, etc. »
Mais demain, sur ce schéma-là, la plupart d'entre vous ici auront perdu leur emploi. Parce que demain, à la vitesse où la robotisation des métiers galope, la plupart d'entre vous auront vu leur activité professionnelle remplacée par une machine. Et ils ont bien conscience. Aujourd'hui, ce sont les paysans, ce sont les artisans qui sont des victimes directes de ce tout à la machine et de ce phénomène de robotisation. Mais demain, ce sont quasiment l'entièreté des métiers qui seront balayés, bouleversés, révolutionnés par la machine. Je disais tout à l'heure à M. l'abbé, lorsque nous étions en chemin, même ces journaleux répugnants aux ordres de la caste, valets, propagateurs de tous les mensonges, devraient avoir un peu de jugeote parce que leur branche aussi est en train d'être sciée. Aux États-Unis est apparue la première chaîne de télévision, chaîne d'information télévisée, sans journaliste, sans présentateur. Vous branchez, vous regardez la télévision et la présentatrice ou le présentateur n'existe pas. Ce sont des images de synthèse, et troublantes, parce que les images vous donnent vraiment l'impression d'avoir une personne humaine. Mais elles n'existent pas. Ce sont des images de synthèse créées par l'intelligence artificielle. Et toutes les informations présentées par ces journalistes virtuels proviennent d'un traitement des dépêches des agences de presse par l'intelligence artificielle. Vous voyez, même les journaleux, un jour, auront les fesses bien chaudes. Il y a toujours une punition à un moment ou l'autre pour les traîtres. Je veux encore vous lire quelques passages de ce bulletin parce que voilà, il traduit bien la mentalité que nous devons avoir. Ici, Mme Novian cite un document que je ne connaissais pas. C'est la lettre pastorale sur le problème rural, coécrite par les archevêques et les évêques au Québec dans les années 50. Or, soudain et sans préavis, la science s'est appliquée à cette tâche de manière presque inquiétante. Étude des sols, des plantes et des animaux, fertilisation des sols par des procédés chimiques, sélection des semences, croisement, incubation artificielle et autres inventions ont révolutionné l'agriculture. Déconcertés, apeurés, mal équipés, dénués de formation, manquant de connaissances, de soutien coopératif et de protection économique, le paysan a commencé par hésiter. Puis, c'est de plus en plus accommodé de ce nouvel état de fait. Mais il s'est laissé entraîner et dominer par cette situation nouvelle qui lui était imposée. Les grands marchés et la spéculation ont provoqué de la surproduction. L'agriculture est devenue une activité hautement spécialisée dans sa pratique ordinaire. Elle s'est laissée bousculer par des phénomènes tels que la production de masse, la vente coopérative ou la publicité douteuse et envahissante. Le paysan est devenu ainsi la proie d'organisations commerciales. Et malgré son abandon de ce qu'il est convenu d'appeler l'agriculture domestique, il n'a bénéficié d'aucune amélioration face à des concurrents riches et bien organisés. Et je vous lis encore ceci. Pour nous permettre, là c'est Mme Novian qui parle, et vraiment je partage cette conclusion, pour nous permettre de traverser ces temps difficiles et dangereux, nous serons tôt ou tard obligés de nous organiser en petites structures localement.
Les revendications telles que sortir de l'Union européenne, éliminer le libre-échange, tendre à une juste rémunération de l'agriculteur ou du paysan, protéger nos frontières, tout cela sont des revendications légitimes, mais nos dirigeants ne changeront pas de cap. Ils auront préparé des rustines pour faire durer l'affaire, pour apaiser, calmer, tranquilliser, voire épuiser ou réprimer des mouvements de révolte. Nous devrons, nous revêtir de l'armure de Dieu pour que, munis de ses grâces, nous puissions nous rassembler, nous regrouper, développer une résistance déterminée et ainsi s'opposer à l'esclavage par nos dirigeants. Chers amis paysans, ceux qui désirent le devenir et ceux qui sont nos sympathisants et notre soutien, tournons le dos aux subventions, au système mis en place. Unissons-nous pour former un cœur uni, ce cor unum, pour nous aider mutuellement. Je sais que pour certains, il sera impossible de vivre d'abord sans les aides agricoles, mais j'espère seulement dans un premier temps. La perte des aides de la PAC sera compensée par le regain de leur liberté. C'est un choix difficile qui s'annonce, c'est vrai, parce que, vous nous l'avez dit encore ce matin, vous avez fait des investissements en pensant pouvoir bénéficier d'une subvention venant de l'Europe. Et cette subvention n'est pas venue. Et vous n'auriez, si on ne vous l'avait pas promise, peut-être pas investi de la même façon, ou échelonné peut-être différemment. Mais aujourd'hui, les choix que nous allons tous devoir faire, paysans, artisans, consommateurs, familles, chefs de famille, c'est de savoir comment, à partir du moment où nous connaissons leur plan, où nous avons de quoi être lucides sur ce qui nous attend, nous devons réagir. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas tomber dans le catastrophisme, il ne faut pas céder aux injonctions, mais il ne faut pas tomber dans leur piège. Il faut se libérer de nos chaînes. Parce que toutes leurs promesses ne sont jamais que des enchaînements qui se succèdent. Tout ce qu'ils ne promettent comme aide, comme artifice d'assistance, ce sont toujours en réalité des mises sous tutelle. Ils veulent faire de nous des esclaves avant de nous remplacer par des robots, et nous devons en avoir conscience pour nous libérer, pour nous affranchir, pour créer des petits groupes locaux qui vont devoir s'épauler. J'en suis convaincu, dans le monde qui vient, qui sera totalitaire, qui sera méchant, qui tentera de broyer tant et tant de nos efforts, de nos écoles, de nos activités professionnelles, de nos foyers, par différentes méthodes, entre la perversion de nos enfants, par une éducation de plus en plus abominable dans les écoles de la République, par une alimentation empoisonnée, par des écrans qui nous pervertissent, qui souillent nos âmes, par des tentatives d'empêcher de bons mariages comme autrefois, par des tentatives de ne donner naissance qu'à des unions fragiles, où le divorce devient plus nombreux que le mariage, où tout est fait de mauvais sentiments, d'abandon aux pulsions qu'ils contrôlent, parce qu'ils ont une maîtrise de la psychologie humaine, où tous leurs efforts sont faits pour nous avilir
et par là même pour nous asservir. Il faut que nous sortions de cette société. Il faut que nous formions des clans suffisamment soudés pour nous épauler dans les épreuves qui viennent. Il faut que ces clans se mettent en place maintenant, vite, de toute urgence, pour que, au sein même de ces clans, nous puissions déjà mettre à l'épreuve ceux qui y participent, de façon à ce que, quand viendra vraiment le temps de l'épreuve, nous sachions sur qui pouvoir compter. Quels sont ceux qui sont solides? Quels sont ceux qui tiendront leurs promesses? Quels sont ceux qui tiendront leurs engagements? C'est vers cela que nous nous acheminons. Si nous ne mesurons pas l'urgence de cela, si nous nous disons « Oh, Escada, il voit tout en noir », ce n'est pas pour maintenant, nous avons du temps. Lorsque cela arrivera, il sera trop tard pour nous organiser et tous nos efforts seront alors balayés. Les clans, les structures locales appellent à être fondées de toute urgence sous le regard de Dieu, avec le soutien de bons prêtres et avec la ferme volonté de sauver nos familles, de sauver nos foyers d'un monde qui est celui de la bête. Merci pour votre attention.